Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission sur le stand de Village Semences. Vous pouvez poser vos questions, donner votre avis sur @Village Semences, sans majuscule et sans S, ou sur @stop-intox et sur Twitter. Vous pouvez nous suivre également sur YouTube et sur Facebook. Le sujet d'aujourd'hui vous paraîtra peut-être un peu lointain et pourtant nous allons replonger aux origines. Semences, monopole de production, standardisation, ce sont des questions. Et cette question que nous vous posons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, craignez-vous pour la standardisation des productions? Êtes-vous inquiet pour la diversité de votre alimentation? Alors pour en parler, nous avons invité François Després, qui est le président du GNIS, qui nous reçoit ici. Bonjour Monsieur le Président. Rémi Dumery, à côté de vous, est agriculteur céréalier dans la Beauce. Alors c'est la Beauce au sens un peu large du terme, vous êtes proche d'Orléans. Franck Berger est président de l'Union française des semenciers et Bernard Chevassus-Louis est président d'Humanité et Biodiversité. Bonsoir, j'ai lu votre CV qui est long comme le bras. J'ai retenu néanmoins, car c'est pour moi l'objet d'une grande admiration, que vous avez été le président, vous êtes l'ex-président du Muséum national d'histoire naturelle. Alors, nous parlons aujourd'hui d'une filiale qui réalise pratiquement 3,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui contribue à l'excédent commercial à hauteur de 950 millions d'euros et qui représente 47%, on va simplifier, on va dire pratiquement la moitié du solde de la balance commerciale de notre agriculture. Quand on parle excédent commercial, en France, on parle d'une exception. Et donc, nous parlons d'un secteur d'une grande vitalité et d'un grand dynamisme. Alors, on va commencer, Monsieur le Président du GNIS, Monsieur Després, par des choses simples. On parle très souvent des semences. Je ne suis pas tout à fait certain qu'on sache exactement de quoi il s'agit. Pour le jardinier du dimanche que je suis, c'est éventuellement jeter quelques graines dans la terre et puis attendre qu'il en sorte quelque chose. Alors, l'industrie des semences, qu'est-ce que c'est? Où ça commence? Et comment fait-on exactement? Alors l'industrie des semences, c'est une industrie extrêmement diversifiée qui implique beaucoup de partenaires très différents. D'abord des sélectionneurs qui créent des variétés végétales, qui font d'une certaine façon un métier qui est très ancien depuis le début de l'agriculture. Ce sont également des agriculteurs qui reproduisent les semences des variétés qu'ont mis au point les sélectionneurs. Et ensuite, ce sont des entreprises qui nettoient, qui trient, qui conditionnent ces semences de façon à ce qu'elles puissent être ensuite semées par des agriculteurs et qu'elles répondent à leurs exigences en termes de qualité, également aux exigences des transformateurs, des utilisateurs des produits de leur récolte. Alors là, on utilise un mot qu'on n'aime pas beaucoup en France, c'est le mot sélection. En réalité, c'est une activité qui est une activité de recherche, d'innovation, qui repose aussi et surtout sur la sélection. Oui, alors la sélection, ça veut dire choisir. Choisir des individus, en l'occurrence des plantes, qui ont des caractéristiques favorables en termes de comportement vis-à-vis des maladies, vis-à-vis des différentes contraintes de la culture et aussi des caractéristiques favorables par rapport à la destination des produits des récoltes, comme la meunerie s'agissant du blé. Donc ce travail de sélection, depuis que l'homme s'est sédentarisé et a commencé l'agriculture, le paysan a toujours choisi les meilleurs individus pour les reproduire, pour les améliorer. Depuis le milieu du 19e siècle, grâce au développement de la connaissance, notamment de la génétique, des caractères d'hérédité, ce travail s'est fait de façon plus réfléchie, moins empirique, et avec les développements de la science et de la connaissance, il est devenu toujours plus scientifique, mais ça reste un travail lié au choix des plantes comme il a toujours été fait depuis l'origine de l'agriculture. Alors, Bernard Chevassus-Louis, vous êtes président d'Humanité et Biodiversité, vous devez être à ce titre un peu historien quand même. L'agriculture a été inventée, je ne sais pas d'ailleurs si le mot inventé correspond parfaitement à la réalité, environ 4000 ans avant Jésus-Christ. Dans la région du Levant, des individus s'aperçoivent que les graminées se diffusent
dans la nature. Et il y a un processus qui est un processus d'abord extrêmement empirique et qui va probablement s'améliorer au fil du temps. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'histoire très ancienne des semences et des plants? Je voudrais dire tout d'abord qu'en français courant, on parle plutôt des graines. Et que cette distinction entre la graine et la semence, c'est-à-dire entre ce qu'on va récolter pour manger et ce qu'on va conserver pour ressemer, est assez récente. Et donc effectivement, cette professionnalisation qui fait que ce qu'on va garder pour ressemer, on va éventuellement le modifier, le transformer, le trier. Effectivement, c'est tout l'art de l'industrie de la semence. Alors, quand est-ce que ça a commencé? Comme le disait M. Després, la sélection, c'est du tri, mais pour trier, il faut qu'il y ait de la diversité. Et donc, pendant très longtemps, les sélectionneurs ont trié de la diversité naturelle. C'est-à-dire qu'ils ont exploré le monde entier pour aller voir effectivement de la diversité pour des tas de caractères. Ce qui est nouveau et dont on discutera peut-être dans quelques minutes, c'est qu'aujourd'hui on essaye de créer davantage de diversité par différentes méthodes pour ensuite effectivement pouvoir trier parce qu'il y aura plus de diversité. Et ça, c'est une nouvelle étape qui a, je dirais, une 60aine d'années à peu près. Bon, je vais me tourner vers l'utilisateur, vers Rémi Dumery, qui est agriculteur, céréalier. Vous êtes vous-même un agriculteur comme les autres, mais vous êtes en plus un innovateur. On a là, sur le plateau aujourd'hui de Village Semences, un céréalier qui recherche, un céréalier qui travaille. Comment vous utilisez les semences et quelle expérience, quelle expertise vous en avez acquis au long de votre vie professionnelle? Alors, je suis agriculteur, exploitant, céréalier. Moi, j'aime bien le mot de cultivateur. C'est un mot que j'essaye de remettre à la mode. Parce que quand on me dit vous êtes agriculteur, on me pose souvent la question mais vous faites quel élevage? Alors, en disant cultivateur, on montre bien que je fais que des plantes. Donc, je fais des plantes, je fais des semences, je fais des graines. Et cette diversité, je pense qu'elle est importante aussi sur mon exploitation, puisque en prenant plusieurs cultures et plusieurs espèces différentes, je varie mon assolement et je minimise les risques. Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir des plantes différentes. Souvent, on dit la Beauce, c'est que du blé. Oui. Mais dans du blé, il y a des choses complètement différentes. J'aime bien expliquer aux enfants, quand je les rencontre à l'école, par exemple, qu'il existe du blé meunier, qui doit faire entre 11,5 et 12% de protéines. Il existe des blés de force, des blés améliorants pour faire du pain hamburger, des choses relativement souples. Et puis il existe des blés biscuitiers qui vont faire des choses craquantes et pour faire des gâteaux. Et finalement, le blé intermédiaire qui est le blé meunier sert à faire de la baguette qui est à la fois souple et craquante. Et là, ça montre bien qu'il y a de la diversité. Bon, alors, il y a un débat autour de la diversité. On ne va pas se cacher les choses. Quand on tape semences sur Google, aujourd'hui, on obtient un certain nombre de résultats et les premiers onglets qui tombent sont extrêmement critiques, souvent des organisations non gouvernementales, des associations qui remettent en cause le principe de la diversité et qui font à la profession qui est la vôtre le procès d'organiser la rareté d'une certaine façon. Alors, Franck Berger, vous êtes président de l'Union française des semenciers. Est-ce que la diversité des variétés est correctement préservée aujourd'hui? Je pense qu'il faut bien distinguer deux choses. La première, c'est la biodiversité dans son ensemble, c'est-à-dire l'existence de ressources génétiques extrêmement variées. Monsieur Chevassier, lui, a cité le fait qu'on a beaucoup collectionné à travers le monde ce qu'on appelle des ressources génétiques, donc des plantes dont on essaye ensuite d'identifier les caractères, et puis la biodiversité cultivée. Alors, je vais simplement vous citer un chiffre. En France, pour pouvoir commercialiser une variété de semences, il faut l'enregistrer auprès du gouvernement à travers ce qu'on appelle un catalogue. Alors, c'est un domaine qui n'échappe pas à la norme, au classement. Pour tous ceux qui nous écoutent et
et ont une vue assez lointaine de la semence. On n'invente pas du jour au lendemain et on ne lance pas sur le marché des produits nouveaux sans qu'ils n'aient été approuvés. Absolument, on passe par une phase d'expérimentation et d'appréciation à la fois de ce qu'on appelle la distinction et pour certaines espèces de la valeur agronomique de la variété. Quand le catalogue a été ouvert, il y avait finalement fort peu de variétés. Il y a une quarantaine d'années, il y a à peu près 500 variétés dans le catalogue français. Aujourd'hui, je crois que le chiffre doit approcher les 3200 ou 3300 variétés, et en particulier sur certaines espèces comme les céréales, comme le tournesol, comme les cultures légumières. Nous avons accès aujourd'hui, pour les professionnels comme pour les amateurs, à une très grande diversité de variétés. Je voulais juste vous citer un exemple. Oui. La spécialité dans mon domaine sont les semences potagères, horticoles. Il y a 25 ans, lorsque vous regardiez un étalage de supermarché de tomates, par exemple, qui est l'exemple que en général on cite, qui est très parlant, vous aviez le choix entre 3-4 formes et catégories de tomates différentes. Aujourd'hui, regardez, si vous êtes un acheteur dans un supermarché ou même dans un marché spécialisé, vous avez 15, 20, 25 catégories de tomates différentes. Et donc, la diversité cultivée, accessible aux consommateurs, en fait, a été enrichie de manière très notable par le travail de sélection de nos différentes entreprises au cours des dernières années. C'est vrai que l'exemple des tomates est extrêmement emblématique. On a aujourd'hui un assortiment assez large, assez profond. C'est un fruit, puisqu'il s'agit d'un fruit qui s'est beaucoup transformé, qui s'est beaucoup amélioré. Alors, premier passage par la Social Room. Vous savez que dans cette émission, nous recevons les questions des internautes qui nous suivent sur YouTube, sur Twitter et sur Facebook, bien sûr. Et Alexandre est leur ambassadeur. Alexandre est dans la Social Room et il sera leur porte-parole pour la première question, Alexandre. Bonjour Pascal, bonjour à tous. J'ai une première question. Les agriculteurs sont-ils vraiment obligés d'utiliser certaines semences et pas d'autres? Rémi Dumery, la question est pour vous. Alors ça, quand on rencontre le grand public, souvent c'est l'une des premières questions qui revient. Vous, les agriculteurs, les céréaliers, vous êtes complètement coincés par le système, vous ne pouvez pas ressemer vos semences. Et la réponse, parce qu'on n'a rien à cacher finalement, c'est de montrer que finalement on est complètement libre. Hein. On peut utiliser de la semence certifiée, on peut utiliser des semences hybrides. Quand on fait du maïs, on a plutôt intérêt à acheter des semences hybrides. Quand on fait du colza aussi. Par contre, pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons d'organisation, on peut utiliser aussi ses propres semences. Donc on est libre. Mais souvent, on a intérêt à acheter nos semences. J'allais vous demander, est-ce que c'est pas mieux quand chacun fait son métier? L'agriculteur n'est pas nécessairement un producteur de semences. Je ne suis pas moi-même comme jardinier un producteur de semences. Je veux dire, chacun son métier, non? Oui, et puis la grande liberté, c'est d'avoir cette liberté. Hein. Bien sûr. Mais après, il y a des raisonnements économiques derrière. Hein. Si on ressème des semences qui s'usent, parce qu'une semence s'use, si on achète une semence certifiée et puis qu'on la sème 1 an, 2 ans, 3 ans, on voit que le potentiel de la variété s'épuise et puis qu'on peut avoir des problèmes aussi de la régularité de la semence qui peut se dégrader. Son efficacité. Voilà. Donc pour garantir à la fois des filières de qualité, souvent, tout à l'heure sur un plateau précédent, je faisais la promotion de l'éblis. L'éblis qui est un produit qui a été mis en branle avec ma coopérative, avec céréales, et qui utilise une variété spécifique qui est le carrure en blé dur, qui le décortique et qui fait un produit. Et on voit bien que la variété est intéressante par rapport à un produit et un débouché. Alors Monsieur Després, justement, ce qui est assez frappant quand on est observateur neutre, si je puis dire, pas beaucoup d'intérêt dans les semences, je suis consommateur, je vous l'ai dit de temps en temps jardinier, je vois qu'il y a un écart assez grand entre ce qui est dit sur ce monde, sur cet univers qui serait très siloté, qui serait un peu verrouillé, et l'assortiment de plus en plus large de produits qu'on trouve notamment dans les rayons produits frais dans la grande distribution, mais aussi, puisque Rémi en parlait, de nouveaux produits. Après tout, on a réintroduit le blé. Le blé se consomme, vous parlez d'éblis, c'est vrai qu'on consomme de plus en plus de blé de façon complètement différente. Comment vous expliquez cet écart?
Cet écart s'explique sans doute par le fait que notre profession, comme tous les métiers très spécialisés, a sans doute trop peu expliqué la façon dont elle travaillait. Aujourd'hui, nous avons bien compris que les sujets de biodiversité, les sujets scientifiques, les sujets d'alimentarité interpellaient et intéressaient la société civile. Et il faut que nous démontrions que notre filière, les métiers de semencier, de sélectionneur, en fait, ne contribuent pas à appauvrir la diversité, la biodiversité, mais contribuent à la sauvegarder, à l'augmenter, à l'accroître, à la préserver. Et c'est un des objectifs majeurs que nous avons inscrits dans le plan filière de l'interprofession des semences qui vient d'être rédigé. Alors je vais poser la question à Bernard Chevassus-Aulouis. Le monde d'aujourd'hui est un monde de plus en plus complexe. On a bien compris qu'il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'innovations, beaucoup de choses très complexes, très techniques à expliquer. Est-ce qu'un des enjeux précisément en direction du grand public, ça n'est pas d'essayer de simplifier la complexité pour produire une explication, je veux dire, pédagogique de cet immense travail de caractère technique ou technologique qui est accompli par les industriels? Donc vous voudriez que je ne sois pas complexe. J'aimerais que vous puissiez le dire simplement. Oui. Non, je voudrais seulement dire sur cette question qu'il y a au moins deux questions différentes. Il y a une question technique, c'est-à-dire que certaines semences, et notamment les hybrides comme le maïs, quand on les ressème, eh bien on n'obtient rien d'intéressant. Donc d'une certaine manière, il faut que les agriculteurs le sachent, et tous les agriculteurs français savent qu'est-ce que c'est qu'une semence hybride, et savent que ça a des avantages, mais qu'ils ne pourront pas la réutiliser. La question est différente dans d'autres pays où cette information n'est pas si perçue par les agriculteurs. Et puis il y a, à mon avis, l'autre question qui est la question juridique du brevet sur les semences. Je crois que tous les gens autour de cette table seraient d'accord pour dire que ce n'est pas une bonne chose, en tout cas je le défends fortement, mais ce débat sur la brevetabilité des semences a, à mon avis, beaucoup inquiété les consommateurs et continue effectivement à faire dire qu'on ne pourra pas ressemer les semences qu'on achète. Alors, on entend dans le champ public beaucoup d'organisations non gouvernementales, d'associations qui critiquent souvent les industriels. Derrière cette critique des semences, il y a aussi une critique d'un modèle de production. Souvent, c'est très identifié. Enfin, c'est des chiffons rouges qui font peur. On parle de consolidation, on parle de situation de monopole. Alors, Franck Berger, est-ce que ce métier est un métier de géant? Est-ce que la consolidation est inquiétante ou est-ce qu'il reste de la diversité, y compris de la diversité économique? Alors, si on prend l'exemple de la France, il existe en France un nombre important d'entreprises qui sont impliquées dans le secteur semencier, aussi bien dans la sélection que dans la multiplication et la commercialisation des semences. Nous estimons qu'il existe environ 70 entreprises impliquées à titre divers, en fonction des espèces, dans la sélection à proprement parler. Donc vous voyez, effectivement, il y a quelques grands acteurs dans notre secteur, mais il y a également un tissu extrêmement vivace en France, mais également dans d'autres pays européens et partout ailleurs dans le monde, d'entreprises de taille petite ou moyenne qui continuent de travailler dans le domaine de la sélection. Alors j'ai sous les yeux d'ailleurs la carte de France, les chiffres clés et la carte de France du secteur des semences. On voit une représentation assez équilibrée dans les territoires, donc des entreprises de taille assez différentes les unes des autres, y compris des TPE, c'est ce que vous me dites, c'est-à-dire de toutes petites entreprises en mode start-up, et en même temps une répartition du territoire qui est assez large et assez cohérente. Voilà, c'est aussi une des caractéristiques de notre activité qu'en fonction de la nature des espèces qui sont travaillées, les entreprises se sont implantées ou développées dans un certain nombre de bassins géographiques. Et aujourd'hui, vous allez trouver des entreprises de semences, des agriculteurs multiplicateurs, des centres d'usinage répartis véritablement sur la totalité du territoire, où elles représentent parfois dans certaines zones rurales qui sont un petit peu désertiques sur le plan industriel, des bassins d'emploi tout à fait importants. On estime qu'il y a environ 17 000 emplois qui sont directement générés par le secteur semencier en France.
Alors j'ai cette remarque de réseau semences paysannes qui dit aujourd'hui la même variété de maïs peut être cultivée du sud-ouest de la France jusqu'en Roumanie. Rémi Dumry, est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut... Je crois pas, non, parce que le maïs est lié à des indices, hein, c'est-à-dire le temps qu'il met entre la graine et qu'il puisse être récolté dans de bonnes conditions pour être séché. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport au changement climatique, dans mon secteur de Beauce, on utilise aujourd'hui des semences qui étaient utilisées il y a une vingtaine d'années, peut-être sur la hauteur de Bordeaux, qu'on utilise aujourd'hui sur Orléans, puisqu'il y a un réchauffement, on a plus d'ensoleillement, on a plus de température. Mais il est hors de question d'utiliser des semences qui sont par exemple utilisées dans le sud-est de la France et de les semer en Bretagne. On n'arriverait pas. Donc cette critique est non fondée. Je pense, ouais. Monsieur le Président, non fondée aussi, c'est votre point de vue? Je pense que un exploitant agricole, un cultivateur, va choisir une variété en fonction de son environnement agroclimatique, celui de son exploitation, de sa petite région, de son expérience, des débouchés qu'il veut faire et aussi de son mode de conduite de culture. Donc quand on croise l'ensemble de ces facteurs, il est quasiment impossible d'imaginer qu'on puisse cultiver les mêmes variétés sur un périmètre aussi important que celui qui est décrit là. Je reviens sur cette réflexion. C'est vrai que la question de la communication, la question de l'information, elle est absolument déterminante aujourd'hui. Et vous savez comme moi qu'on écoute souvent les voix les plus fortes, les théories séduisantes mais parfois fausses. On court un peu partout. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer la situation? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rééquilibrer les choses? Parce qu'en réalité, ce que vous me décrivez les uns et les autres, c'est exactement l'inverse de ce qu'on lit par exemple dans les forums ou sur les réseaux sociaux. Oui, il y a un point qui est extrêmement important. Monsieur Berger. Oui, tout à l'heure, vous avez cité le fait qu'il faut spécialiser les métiers. L'agriculteur n'est pas nécessairement un semencier. En fait, ce qui s'est passé au cours des décades récentes, c'est qu'effectivement, le métier de sélectionneur s'est spécialisé. Et donc, l'agriculteur s'est bien rendu compte à un moment donné qu'il y avait quelqu'un qui était capable de faire professionnellement mieux que ce que lui arrivait à faire lui-même par les moyens empiriques qu'il développait. Et donc, la sélection, je dirais, elle a été rendue plus scientifique. Elle a fait appel à un certain nombre d'outils techniques. Lesquels, par exemple? Les outils techniques, simplement, par exemple, ne serait-ce que des dispositifs statistiques qui permettent de visualiser correctement et d'évaluer correctement la valeur des variétés, des dispositifs qui sont gérés de manière extrêmement multilocale sur diverses régions, pour justement bien déterminer quelles sont les bonnes adaptations régionales, sont par exemple des outils qui ne sont pas à la portée des agriculteurs individuels. Il y a également tous les outils, tous les apports des sciences modernes en matière de biologie cellulaire, par exemple, ou de biologie moléculaire, qui permettent de mieux comprendre comment s'expriment les gènes par rapport à la plante. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, les recherches à mener sont devenues de plus en plus coûteuses, et donc ces recherches mènent inévitablement, d'une certaine manière, à une forme de concentration à l'intérieur du secteur. Et ça, je veux dire, il n'y a pas que notre secteur semencier, tous les secteurs, beaucoup de secteurs qui s'appuient sur de la technologie connaissent ce genre d'évolution. Donc c'est une activité à forte intensité capitalistique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard, il y a des recherches, il y a des scientifiques, vous me dites même que c'est multifactoriel. Et ce que je comprends de votre réponse, c'est que vous êtes capable aujourd'hui de faire du sur-mesure pratiquement. Donc on est un peu à l'inverse des productions standards que évoquent certaines voix sur Internet. Et en plus, on est dans un milieu qui est complètement changeant. La nature, c'est pas quelque chose qui est fixe. Des maladies qui étaient des gros problèmes dans les années 90 ont été amoindries et contrôlées par de la génétique, par exemple, par des nouvelles variétés qui peuvent sortir dans les années 2000. Et puis, ça peut être des maladies qui évoluent, qui changent, des souches qui disent. Donc, il faut que le matériel végétal s'adapte aussi à l'environnement. Mais est-ce que vous avez conscience, Rémi, qu'à chaque fois qu'on parle de génétique, je le regrette, à chaque fois qu'on parle de génétique, on fait peur. Mais bien sûr. Et pourtant, il faudrait peut-être changer les mots. Et ça, c'est un vrai paradoxe français, c'est-à-dire que
par exemple, le citoyen a peur des OGM, on a dit le gros mot, mais fait tous les ans son petit chèque pour le Téléthon. Et on voit bien ce paradoxe. Alors le paradoxe c'est quoi? C'est qu'il y a des maladies génétiques et donc Parce il que faut travailler sur la les génétique, gènes. ça peut être très bien pour sauver des Bien sûr. personnes. Hein, et là, c'est un frère d'une sœur qui est myopathe. Et puis à côté, eh bien, on n'a pas le droit d'utiliser ces technologies-là aussi pour faire du bien, quelque part. Nous allons poursuivre nos échanges dans quelques minutes. Je vous redonnerai la parole, Monsieur Chevassus-Louis, mais écoutez, il y a une horloge à respecter, donc on va la respecter. On se retrouve dans 5 minutes sur le plateau de Village Semences et vous continuez de poser vos questions, de poster vos commentaires sur Twitter, sur @VillageSemences et sur @stop-intox. La question du jour: craignez-vous une standardisation des productions végétales? Êtes-vous inquiet pour la diversité de votre alimentation? A tout de suite.